Ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est bien d'étudier les différents corps post-humains qui occupent Glasshouse, donc roman publié en 2006, écrit par Charles Stross, un auteur de science-fiction britannique. Donc d'abord un petit résumé, parce que je ne pense pas que ça arrive que beaucoup d'entre vous connaissent. L'action de Glasshouse se déroule dans un futur assez lointain, où les progrès technologiques sont considérables par rapport à notre société, et où les personnages peuvent changer de corps et de sexe s'ils le souhaitent. Donc suite à une opération chirurgicale qui excise les souvenirs, le héros, Robin, se réveille sans savoir qui il est. Encore en convalescence, en plein questionnement quant à son identité, il rencontre Kay, une jeune femme qui a suivi la même opération. Ils s'entendent immédiatement, décident tous les deux d'accepter de faire partie d'une expérience dont ils ignorent tout. Cette expérimentation est menée, soi-disant, par des scientifiques qui tentent de recréer une société telle qu'il pouvait en exister pendant l'âge sombre, donc The Dark Age en contexte, une période qui s'étendrait des années 1950 aux années 2040 et sur laquelle on ne connaît pas grand-chose à l'époque où vivent Robin et Kay. Donc dans cette société qui s'appelle la société YFH, donc les initiales des noms des 3 pseudo-scientifiques, Robin et Kay n'ont pas le choix du corps ou de l'identité qui leur sont attribués. Et au début, Robin ne sait pas qui est Kay. Donc Robin se voit attribuer la personnalité de Reeve, une jeune femme, qui se retrouve en couple avec Sam, un autre participant. Rapidement, Reeve se rend compte qu'elle n'a pas beaucoup de liberté d'action, d'autant plus qu'elle est une femme, et elle essaye de se rebeller contre les règles, mais tout un système de points complique sa tâche. Alors que Reeve n'est censée avoir aucun souvenir après l'opération chirurgicale, en fait, elle se rappelle peu à peu de ses vies antérieures, et parallèlement, elle commence à avoir des doutes sur l'expérimentation et sur les responsables. On apprend aussi, bien sûr, que Sam est Kay, donc la jeune femme qu'elle avait rencontrée au début. Reeve se rend compte que dans sa vie passée, elle a décidé d'infiltrer l'expérience en faisant semblant d'effacer tous ses souvenirs, ce qu'elle a réellement fait, donc c'est pour ça qu'elle-même ne le savait pas, pour pouvoir enquêter sur les dirigeants, qui sont tous des anciens criminels de guerre. Une guerre mondiale, meurtrière, encore relativement récente. Elle comprend alors que la micro-société qu'ils ont créée est un prétexte qu'ils utilisent pour reformer une armée. Donc finalement, avec l'aide de quelques participants, elle parvient à déjouer leur plan et à les tuer. Ils reprennent alors tous le contrôle de la société et de leur vie. Alors avant de commencer, on peut évidemment se demander s'il est pertinent de parler à ce point-là du corps, c'est-à-dire de la matérialité du corps lorsqu'on parle du post-humain, puisque plein de théoriciens et de critiques, notamment par exemple Thierry Hockey, développe l'idée que le post-humain s'inscrit dans le postulat d'une séparation entre l'esprit et le corps. Bien sûr, c'est aussi des éléments fondamentaux dans l'articulation de la pensée de Catherine Hayles, donc l'incarnation, la désincarnation du corps, dans How We Became Post-Human, où elle expose le lien entre la désincarnation du corps, le principe d'un esprit virtuel et la machine, en montrant en quoi la perte de la matérialité du corps rapproche l'esprit humain de l'ordinateur. Alors la question que l'on peut se poser serait de savoir s'il peut véritablement exister un corps post-humain, et donc c'est une question qui est au cœur de l'ouvrage Post-Human Bodies, dans lequel Paula Rabinowitz souligne le fait que l'existence, le genre, la sexualité, entre autres, du corps post-humain, pose problème, car la position des termes corps et post-humain paraît elle-même problématique. Pour Kim Tofolety, donc c'est la deuxième citation, « The post-human bodies are the queer body, the techno-body and the contaminated body. Bodies that rupture a coherent narrative of the human subject in favor of the body in crisis. » Donc si corps post-humain il y a, il paraît donc pluriel, contaminé et toujours un peu hybride. Il s'agirait donc d'un corps en crise, ce que reflète peut-être la pluralité du post-humain et la difficulté des critiques à s'entendre sur la question. Donc dans mon premier point, je vais m'intéresser au corps féminin du roman, des corps bien souvent interprétés comme des corps prisons, notamment celui de l'héroïne. Donc Robin Reeve, le héros-héroïne, revêt plusieurs corps et plusieurs identités au corps du récit, les deux principales étant celles de Robin, un homme, et Reeve, une femme. Dans Glasshouse, donc comme on l'a vu, le corps n'est pas une donnée fixe, et le lecteur s'aperçoit très rapidement que c'est très différent de ce que nous connaissons. En fait, il semblerait que le corps qu'un personnage revêt relève plus de l'ordre de l'accessoire que de l'identité. Et quand Robin se décrit, il emploie un vocabulaire méthodique, précis, apparemment sans jugement de valeur. Cependant, un point intéressant à noter dans le roman est que Robin ne choisit pas de devenir Reeve, mais que c'est une identité, un corps qui lui sont imposés. Et donc voici sa première réaction quand il se rend compte qu'il est dans ce nouveau corps. « Your body is wrong. As I hit the wall, I realize I'm too short. I'm still at the stage of feeling rather than thinking. My hips are too wide. My arms feel odd. Not wrong, just different. I lift a hand and put it in my lap.
and my thighs feel too big. And then there's something else. Oh, I realize, sliding my hand between my legs. I'm not male. No, I'm female. I raise my other hand, explore my chest. Female and orthohuman. This in itself is no big deal. I've been a female orthohuman before. I'm not sure when or for how long, and it's not my favorite body plan, but I can live with it for the time being. Donc ce qui est frappant dans ce passage, c'est que le fait de se retrouver dans un corps féminin ne semble pas du tout poser problème au personnage. On observe une description méthodique du corps qui lui est dévolu quand Robin procède à son examen rapide pour déterminer quels éléments physiques il a à sa disposition. D'ailleurs, on apprend même que Robin a déjà été une femme dans le passé, ce qui montre bien que le sexe d'une personne est une composante très fluide de cette société. En fait, ce qui pose problème, c'est bien le corps, mais en aucun cas pour son aspect physique. La complication vient du fait que ce corps n'est pas un corps que Robin a choisi et qu'il pense donc que son identité a été piratée. Bien que l'on apprenne très rapidement qu'il n'y a pas eu piratage, il reste cependant un sentiment de distanciation entre Robin et Reeve. Donc le fait que les personnages ne peuvent plus changer de corps à volonté, ce qui est perçu comme une grave atteinte à leur liberté par Reeve, illustre la dimension totalitaire de la société YFH. Reeve insiste ainsi plusieurs fois sur sa frustration de n'avoir aucune maîtrise sur son corps et sur son environnement. Par exemple, « My normal network of resources and capabilities is missing, and I'm letting the environment dictate my responses. The environment is set to inculcate this weird gender-deterministic role-play, so I shake my head. » Donc la dimension mise en avant dans ce passage est que l'ordre des choses auxquelles Reeve est habituée a été renversée. Elle se retrouve contrôlée par l'environnement au lieu de le contrôler. Et cela place le personnage dans une position d'impuissance, illustrée par le fait qu'elle ne peut pas finir sa phrase. Le personnage est ainsi placé dans une situation qui le dépasse et dans laquelle il est objet au lieu d'être sujet. En fait, ce corps qu'on lui impose symbolise la prison que représente la société YFH, et le thème du piège et de l'incapacité de s'enfuir y est presque toujours associé. Comme on peut le voir dans cette autre citation, « I am trapped in a wholly inadequate body, with only patchy memories of whoever I used to be left to prod me along in search of a better life. I'm trapped in a funhouse mirror reflection of a historical society where everyone was crazy by default, driven mad by irrational laws and meaningless customs. » Donc le parallèle dans la construction des deux phrases ici renforce l'assimilation entre le corps prison et l'expérimentation prison. En fait, on peut même voir un élément du grotesque avec la description de ce corps inadapté d'une baraque de foire, donc funhouse. On peut aussi y lire un abandon de la raison qui se rapprocherait d'une perspective cartésienne dans le sens où l'homme doit se faire maître de son environnement grâce à son esprit, le corps pouvant être rejeté du côté de la nature, c'est-à-dire de ce qu'il faut maîtriser. La société YFH remplace ce principe et enferme le personnage dans son corps, et ce passage semble ainsi indiquer qu'elle l'éloigne peu à peu de la raison. Donc le fait que le personnage est maintenant contrôlé par l'environnement et par son corps est particulièrement intéressant car il est emprisonné dans un corps féminin. Ainsi, ce corps féminin se retrouve au cœur de plusieurs aspects de l'intrigue. Outre la faiblesse de son corps de femme, dont le héros se plaint à plusieurs reprises, d'autres aspects de l'anatomie féminine viennent s'ajouter à son quotidien. Assez rapidement, par exemple, le personnage se rend compte que son corps est sujet à la menstruation, phénomène qu'il associe à l'idée d'une civilisation non développée, à une caractéristique presque animale qui réduit l'humain à ses fonctions corporelles. Mais l'exemple le plus marquant est celui de la grossesse. En effet, dans la société post-humaine dans laquelle Robin vit, il n'y a plus de grossesse et les bébés sont conçus hors du corps. L'idée de la procréation assistée par la technologie est intéressante car il n'est pas question d'un concept fantaisiste ou apparemment impossible à atteindre. En effet, actuellement, des techniques telles que la fécondation in vitro, l'assistance médicale à la procréation font d'ores et déjà partie de notre quotidien. On peut donc imaginer que ces techniques évoluent jusqu'à ce que la gestation se produise hors du corps de la femme. Donc, dans l'introduction de Cyborg Philosophie, Thierry Oquet pose la question suivante. La grossesse est-elle un plaisir, un privilège du féminin qu'il faudrait absolument préserver, ou est-elle le résidu archaïque du passé barbare de l'espèce ? L'idée du post-humain est souvent associée au fait de pouvoir dépasser le terrain du corps, et l'exemple de la grossesse est pertinent car seules les femmes peuvent être enceintes. Il s'agit donc de se demander s'il faut voir la grossesse comme un avantage que seules les femmes peuvent connaître ou comme un enchaînement au corps, qui relèverait plutôt du monde animal. Dans un chapitre de Posthumanism, Rosalind Coward écrit « People have bodies, anatomies and certain anatomical capacities, but our bodies are not our destinies. » Donc elle explique que sans nier le fait que la grossesse est une expérience féminine souvent positive, il ne faut pas confondre une capacité anatomique à la reproduction
avec une obligation morale et sociale pour la femme de devoir être enceinte. Donc cette question de la reproduction est très complexe et peut aussi soulever une autre idée, qui est que séparer la grossesse du corps féminin peut aussi être perçu comme une tentative patriarcale visant à se réapproprier la grossesse pour ne plus avoir besoin du corps féminin pour assurer la survie de l'espèce. Cependant, l'idée qui reste au premier plan est que la gestation hors du corps permettrait surtout à la femme de se libérer des contraintes de la grossesse sur son corps. Ainsi, dans la société de Reeve, à l'inverse de celle de Robin, les femmes doivent de nouveau faire face à la possibilité d'être enceintes. Et c'est une idée très dérangeante pour le personnage. Donc, comme on peut le voir dans ces deux citations, Janice is pregnant. She's got a neonate growing inside her body, like an encapsulated tumor, the way humans used to incubate their young in the wild, back before civilization. Et the prospect of giving birth like an animal, with all the attendant risk and pain, is enough to scare anybody. Donc ce qui est frappant dans ces deux exemples, c'est l'idée que les grossesses liées au corps sont associées aux animaux, à des sociétés pré-civilisées. Utiliser le corps pour donner naissance à un enfant est comparé à un acte barbare, presque inhumain dans le sens où l'entend Robin. La comparaison à une maladie, à une tumeur, est particulièrement marquante parce qu'elle permet d'insister sur la dimension incontrôlable et dangereuse de la grossesse. De plus, l'enfantement symbolise aussi le fait d'être pris au piège, car en fait, en acceptant de faire partie de l'expérimentation, les personnages ont, à leur insu, accepté une clause qui stipule que tout enfant qu'ils auraient pendant l'expérience devra rester au sein de la société YFH jusqu'à leur majorité. Donc les grossesses sont un moyen de contrôler les personnages et de les priver de leur liberté à long terme. Toutefois, à la fin du roman, Reeve découvre qu'elle est enceinte. Malgré sa répugnance initiale, elle décide de garder l'enfant. Après la naissance de son enfant, elle est finalement libérée du corps féminin qui lui avait été imposé par l'expérimentation et elle peut de nouveau choisir qui elle veut être. Elle revient donc au corps masculin de Robin et on s'aperçoit à la fin du roman que même si Robin a vécu un accouchement en tant que femme, il se considère en tant que père. Le concept du genre est donc de nouveau un concept fluide comme au début du roman, ce qui permet de souligner une certaine circularité dans le récit. Dans un second temps, je vais m'intéresser à la modification des corps post-humains, parfois aliénante, parfois monstrueuse, et souvent vécue comme un vrai traumatisme par les personnages du roman. Donc on l'a vu, le post-humain est en général lié à un dépassement du corps, un dépassement qui passe par l'utilisation des nouvelles technologies, comme les biotechnologies par exemple. La technologie est donc le médium qui permettrait de modifier le corps et de l'améliorer, peut-être, pour qu'il ne soit plus dépendant de ses limites. Dans Glasshouse, les modifications apportées au corps des personnages sont parfois extrêmes, et en conséquence, les corps résultants peuvent être la source d'un dégoût ou d'un rejet. Il semble donc d'abord important de s'attarder sur les différentes formes que les corps peuvent prendre dans le roman. En effet, Strauss classifie les différents types de corps dans des catégories qu'il détermine selon les modifications qui leur sont apportées. Donc, dans les premières lignes du roman, Robin décrit Kay de la façon suivante: « A dark-skinned human with 4 arms ». La description se poursuit sur un ton neutre, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de jugement de valeur et que le fait que Kay ait 4 bras n'est pas bizarre et n'est pas non plus perçu comme quelque chose de négatif ou de positif. Malgré ces 4 bras, le corps de Kay rentre presque dans la catégorie des corps dits ortho-humains, donc ortho-human, la forme qui nous paraît la plus évidente car elle reproduit plus ou moins le corps humain tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les individus comparent souvent leur corps à des vêtements, interchangeables donc dans cette société. De plus, le fait que Robin précise que le corps de Kay a une forme humaine classique indique assez clairement que ce n'est pas la seule forme possible et que le lecteur doit s'attendre à découvrir des personnages au corps encore plus modifiés que celui de Kay. En fait, on apprend par la suite que Kay a un corps qualifié de xéno-humain, puisque même si son corps se base sur la forme traditionnelle du corps humain, les 4 bras l'empêchent d'être complètement ortho-humain. En fait, pour perdre le statut purement ortho-humain, il faut que le corps soit différent d'un corps humain traditionnel de façon évidente et fondamentale. Le personnage de Kay explique à Robin pourquoi il a choisi une forme xéno-humaine quand elle dit « I'd feel like a liar looking like her, for example. But you were ortho-human once. I still am inside. » Cette citation est intéressante parce qu'elle met l'accent sur une différence capitale dans la réflexion sur le post-humain. La différence entre la partie visible, c'est-à-dire le corps, et la partie invisible, c'est-à-dire l'esprit. La déclaration de Kay paraît d'abord un peu contradictoire quand elle dit qu'elle se sent toujours humaine à l'intérieur, c'est-à-dire que son esprit est ortho-humain, mais que prendre une forme ortho-humaine ferait d'elle une menteuse. On comprend alors que l'apparence ou le corps a une grande importance dans cette société, même si c'est l'esprit qui décide de cette apparence.
En fait, puisque l'esprit choisit le corps, on pourrait même dire que le corps a d'autant plus d'importance puisqu'il reflète un choix conscient, c'est-à-dire que c'est une représentation matérielle de l'esprit. Dans le texte, Robin insiste à de nombreuses reprises sur le fait qu'il est fortement attaché à la forme ortho-humaine de son corps, mais au contact de Kay, il indique qu'il aimerait essayer d'avoir un corps xéno-humain. Cet aspect souligne la liberté qu'ont les personnages d'adopter le corps qu'ils souhaitent et de pouvoir expérimenter avec celui-ci. On trouve plusieurs fois dans le texte le terme « drag » pour qualifier le corps des personnages, et on comprend donc que ce corps est vécu comme un véritable costume, que l'on peut modifier, améliorer, changer du tout au tout. Le corps est bien une représentation de l'esprit, mais il peut donc aussi être compris comme un déguisement, une façade qui permet aux personnages de s'exprimer comme bon leur semble. Au cours du roman, Robin fait référence à d'autres types de corps, par exemple les corps mecha, qui sont des corps plus ou moins mécaniques, mais qui ont toujours une forme humaine. En fait, la modification du corps peut avoir lieu à plusieurs niveaux, qui l'éloignent plus ou moins de la forme ortho-humaine. Robin fait aussi allusion à un autre type de modification, une manipulation de type mésomorphe, qui développe parfois à outrance la musculature des individus. Enfin, il parle aussi des corps néomorphes, notamment lorsqu'il mentionne les corps modifiés à des fins militaires. Les types de corps ou de modification du corps sont donc multiples dans le roman et ne s'arrêtent sans doute pas aux formes qui sont proposées au lecteur, ce qui souligne la multiplicité des corps post-humains. Donc je vais maintenant m'intéresser de plus près à deux d'entre eux, le corps de ghoul xéno-humain de Kay et le corps de tank néomorphe modifié à des fins militaires de Robin. Donc d'abord Kay. Quand Robin rencontre Kay, celle-ci lui explique sa situation et elle lui parle quelque peu brièvement de son expérience avec les ghouls. I haven't been human for long, she admits. You lived with the ice ghouls, I ask. Not quite. I was an ice ghoul. Les ghouls dont elle parle sont une espèce différente des humains qui se situe à un stade plus primitif de l'évolution, une espèce qu'elle étudiait d'abord en tant que scientifique et à propos de laquelle elle dit « They are prisoners of their own bodies, they grow old and fall apart, and if one loses a limb, they can't replace it. » Donc on retrouve dans cette citation l'idée que le corps peut être perçu comme une prison à partir du moment où on ne peut pas le contrôler, comme dans la société post-humaine de Glasshouse. Et Kay insiste sur la dépendance des ghouls vis-à-vis de ce corps. Donc plus loin dans le récit, Kay, dans le corps de Sam, revient sur son expérience parmi les ghouls et tente de la faire comprendre à Robin en insistant lourdement sur le fait qu'elle était vraiment une ghoul, c'est-à-dire qu'elle ne possédait pas seulement un corps de ghoul. Cette dimension met en avant l'importance du lien entre l'apparence physique et l'identité du personnage. En fait, Kay utilise même le mot « travesty » pour qualifier ce qu'elle est à présent, ce qui souligne encore l'idée du déguisement du corps, dont la forme ne reflète pas toujours l'esprit. Plusieurs fois dans le texte, le personnage de Kay ne sait pas si elle doit se décrire en tant qu'humain ou en tant qu'alien, comme quand Sam explique pourquoi il a décidé d'exciser ses souvenirs. Sam holds my hand. I had surgery to deal with the pain, he says, and I came out of surgery and I found I probably didn't need it in the first place. You need to do something about the pain, not avoid it. Afterward, it was distant, but I felt empty, only half human, and I wasn't sure who I was either. En fait, Sam Kay a excisé une partie des souvenirs qu'il avait en tant que ghoul afin d'oublier la douleur d'avoir perdu sa famille. Cependant, il souligne dans cet extrait qu'effacer ses souvenirs ne lui a pas permis d'être plus heureux, mais au contraire que cela lui a enlevé une part d'humanité. Cette citation montre aussi que la vie qu'il a menée en tant que ghoul constituait une grande partie de son identité et qu'en perdre les souvenirs lui a fait perdre une partie de lui-même. La distanciation entre sa vie en tant que ghoul et sa vie en tant qu'humain est donc représentée par la distanciation entre son corps alien de ghoul et un corps ortho-humain qui ne serait que mensonge. On comprend alors que le choix d'un corps xéno-humain reflète son désir de combler cette distance, ainsi que son refus de reprendre un corps uniquement ortho-humain qui ne pourrait pas représenter son déchirement entre les deux identités. Donc le préfixe xéno, du grec xénos, indique un rapport avec quelque chose d'étranger, et c'est aisément que l'on comprend pourquoi Kay choisit ce corps xéno-humain, c'est-à-dire un corps qui ne peut pas refléter qui elle est, un corps qui lui reste d'une certaine façon étranger, comme elle reste étrangère à elle-même, incapable de savoir qui elle est vraiment. La difficulté qu'éprouve Kay à établir une connexion avec son corps se poursuit lorsqu'elle se retrouve piégée dans celui de Sam. Les conséquences semblent d'ailleurs bien plus graves pour Kay que pour Robin, piégée dans le corps de Reeve. En effet, dès le début de l'expérimentation, Reeve se rend compte de l'inconfort de Sam, et on comprend très vite que cet inconfort est dû au corps qu'il est forcé d'habiter pour le moment. D'ailleurs,
Sam lui-même reviendra plus tard sur ses premiers moments passés dans le corps de Sam au cours d'une discussion avec Reeve. It was bad enough waking up in that room and finding I was this enormous, bloated, shambling thing. I nearly killed myself on the second day, but she didn't notice. Donc la description qu'il fait montre son dégoût pour son corps, un dégoût tel qu'il était prêt à se suicider. Cette révélation est d'autant plus marquante que Reeve, et donc le lecteur, ne se rend jamais compte que Sam ne va pas bien, tout comme Reeve n'imagine jamais qu'il puisse être Kay. Cela souligne donc l'incapacité de Sam à communiquer et à construire une relation lorsqu'il est dans un corps qu'il méprise. On apprend plus tard que Sam a un réel problème psychologique et qu'il ne supporte pas de posséder un corps comme celui de Sam, masculin, plutôt massif et puissant. À la fin du roman, Sam sacrifie ce corps sans aucun regret et reprend un corps féminin, ce qui joue très clairement sur son mental. Kay's been a lot happier since she stopped being Sam. Cette citation sous-entend que le bonheur d'un personnage est complètement lié au corps qu'il occupe, dans une approche plutôt paradoxale, puisque le corps est censé ne plus avoir une importance capitale. L'exemple de Sam est particulièrement intéressant, car il semble montrer en quoi le corps peut être une prison pour l'esprit, et en quoi se libérer du corps permet de prendre le contrôle de son existence. En fait, le corps a toujours une importance, mais le corps peut être dépassé, c'est-à-dire maîtrisé, et c'est cet aspect qui semble être au cœur de l'essence d'un personnage posthume. Donc, en ce qui concerne Robin et son corps modifié à des fins militaires, donc c'est un corps néomorphe, le corps tank. En effet, donc, cet exemple, c'est l'exemple le plus concret de la modification du corps à des fins militaires dans le roman. La première fois que Robin mentionne ce corps de tank, il est coincé dans le corps de Reeve dans la société YFH, et il se souvient peu à peu de ses anciennes vies grâce à des rêves, dont le lecteur, ainsi que Robin d'ailleurs, ignore au début s'ils sont fiables ou non. Le fait qu'on rencontre Robin Tank dans un rêve est très intéressant, puisque l'on attribue immédiatement une qualité cauchemardesque à la description des tanks et de leurs actions, et que l'on ne sait pas si les tanks ont réellement existé ou non. Donc voici la première description que l'on trouve dans le texte. I'm a neomorph, male again, and roughly orthohuman in body plan, but extensively augmented with metabolic subsystems from the cellular system up. Instead of intestines, I have a compact fusion gateway cell. I have 3 hearts to keep my different circulatory fluids moving, skin reinforced with diamond fiber mesh, and I can survive in vacuum for hours. These are all the trappings of my role as a soldier in the service of the Linebarger Cats, because I am a tank. Donc le corps tank est décrit comme un corps presque ortho-humain, mais qui a des éléments méca et des éléments complètement nouveaux par rapport au corps humain que nous connaissons. Robin emploie d'ailleurs le terme « augmented » pour qualifier ce corps, et on voit bien en quoi on peut considérer que ce corps est amélioré, c'est-à-dire qu'on lui a ajouté des éléments qui le rendent plus résistant. Si on reprend l'image du tank, on peut imaginer une voiture classique à laquelle on ajoute des éléments jusqu'à la transformer en véritable char d'assaut, véritable machine de guerre imprenable. Donc plus tard dans la diégèse, une autre description vient renforcer ses premières impressions sur le tank. « I spent my first gigasec among the cats being a tank. There's very little that is human left in me once I get a clear picture of what's going on. About my body, I mass approximately 2 tons and stand 3 meters high at the shoulder. My nervous system is non-biological. I'm running as a real-time sim with sensory engagement through my Panzer-Spain nerves. If I have to, I can accelerate my mind to 10 times normal speed. I don't eat or breathe or shit, but take power from a coil wrapped around an endless stream of plasma, gated from the photosphere of a secret star. » Donc cet aperçu de l'esprit du tank souligne plusieurs aspects. D'abord, il s'agit de comprendre que c'est le corps qui est au cœur de ce qui constitue un tank. Le corps est amélioré, perfectionné dans les moindres détails pour être le plus efficace possible et permettre le meilleur rendement. Bien que le corps soit primordial, il est important de constater qu'il n'y a pas de dépendance vis-à-vis du corps, puisque les besoins essentiels du corps, respirer par exemple, ont été effacés, et Robin Tank les qualifie de handicap et de faiblesse. Breathing and eating and sleeping and emoting are worrying, senseless handicaps. Why should I subject myself to the frailties of flesh? Donc ici, on note qu'exprimer ces sentiments est placé au même niveau que le fait de manger ou de respirer, et que le corps amélioré du tank ne fait pas l'apologie du corps et de ses limites, mais au contraire souligne l'intérêt d'un éloignement du corps humain classique et la nécessité d'avoir un corps le plus indépendant possible. Le tank a clairement été conçu dans un esprit militaire, avec l'esprit de créer le meilleur soldat possible.
De plus, le corps prend largement les devants sur l'esprit, et les descriptions mettent en avant le fait que Robin perd une part d'humanité lorsqu'il est un tank. Le soldat idéal ne ressent donc pas ou peu d'émotions. Il est transformé en une véritable machine qui peut tuer sans remords, et il a besoin de très peu d'apports extérieurs pour survivre. En fait, alors que Robin emploie plusieurs fois le mot « cauchemardesque » pour décrire sa vie en tant que tank, il explique en même temps qu'il ne ressent aucune émotion quand il repense à ces moments-là. La carapace physique du corps du tank semble donc avoir un impact sur la façon dont l'esprit traite l'information. De plus, le corps soldat voit son rapport à la mort modifié, comme on peut le constater dans la citation suivante. « When I went into combat before, what I remember of it, I didn't worry about dying, but I wasn't human then, I was a regiment of tanks. » Donc la peur de la mort est clairement associée au fait d'être humain, et Robin dit en toutes lettres que le tank ne peut pas être considéré comme humain. Le tank relève donc plus de la machine que de l'humain, et les caractéristiques de l'humain sont plus ou moins gommées. Le statut de Robin Tank est limité à celui de corps, mais il s'agit d'un corps augmenté, qui lui-même dépasse le corps et ses limites. Lorsque Robin doit quitter son corps de tank à la fin de la guerre, il reprend un corps ortho-humain et a d'abord du mal à laisser le tank derrière lui. « I come out wearing my original ortho body. I feel small and incredibly fragile and alive. » La fragilité de l'humain, que Robin Tank rejetait violemment, est ici associée au fait de se sentir vivant. Quand Robin perd la carapace du tank, il récupère donc sa capacité à être humain et à ressentir des émotions. Donc dans la conclusion de Glasshouse, le personnage de Robin se fait le porte-parole des autres membres de la société YFH quand ils se sont débarrassés des pseudo-scientifiques et qu'ils ont repris le contrôle de leur vie. Il dit « Mostly, we don't want to be neomorphs. Many of us spend too much time as living weapons during the war. » Les personnages ne rejettent pas le principe de la société post-humaine qui leur permet de modifier et d'améliorer leur corps, ce qu'ils continuent à faire d'ailleurs, mais ils rejettent l'utilisation militaire de leur corps et ils refusent désormais de redevenir de simples machines. Les personnages ont tous des passés différents, mais même dans le cas de Robin qui s'est battu du bon côté contre les dictateurs qui menaçaient de prendre le contrôle du monde, le passage par un corps néomorphe symbolise son asservissement à la cause militaire et le fait de n'avoir été qu'un simple pion dont les individus au pouvoir se sont servis pour remporter la guerre. Donc avec Glasshouse, en fait, Charles Stross propose une société post-humaine qui dépend fortement de la technologie. Et les personnages post-humains, notamment en rejetant le corps machine de guerre, s'opposent à certaines facettes de cette société, en particulier à l'utilisation du corps à des fins militaires, c'est-à-dire au contrôle du corps par l'appareil militaire, politique et étatique. Finalement, ce qui caractérise cette société, c'est bien peut-être la multiplicité des identités et des corps post-humains, et le refus des personnages d'être prisonniers des corps, quels qu'ils soient.